Bonjour à tous. Il y a donc le professeur, Youssef Bénis, va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Il avait un léger problème technique qui est en train de se résoudre. Donc, je le remercie même s'il ne m'entend pas encore, par avance pour, ça y est, il est là, donc il est en train d'apparaître. Bonjour à tous. Voilà, il est là. Donc Est-ce on que t'entend, on te voit. vous m'entendez? Donc, voilà, bah, un grand merci Youssef de venir nous parler de la pharmacocinétique pulmonaire, des anti-infectieux. Que j'ai du son, il n'y a pas de son. Si, si, on t'entend Youssef. Tu C'est nous bon, entends? j'ai le son. Est-ce que Voilà. tu m'entends Oui, moi? oui, c'est bon, parfait. Je t'entends bien. Très bien. Bon, je te laisse Donc, parler. mais j'arrive un petit c'est toi qui devais passer. C'est bon. Alors donc, je respire, donc qui est notre, fédération hospitalo-universitaire pour améliorer la santé respiratoire par une approche intégrée prenant en compte les caractéristiques de l'eau, de l'environnement, des pathogènes et de leur interaction au niveau pulmonaire. Je vais donner la parole, alors tu vas quitter. Je vais donc donner, enfin voilà, d'avoir pu, faire le diagnostic, de mettre en place un traitement. Encore faut-il que ce traitement arrive à sa cible. Et donc Youssef, je te laisse la parole. Bien, merci. Bonjour à tous. Je vais en effet. Alors, moi, je suis pharmacologue. Je travaille donc au CHU d'Amiens et à la faculté de médecine d'Amiens. Et donc, effectivement, je remercie Claire de m'avoir invité à intervenir donc aujourd'hui à l'occasion de ces réunions, de ces conférences du mardi de la FHU Respire. Je remercie également Sandrine Denain qui fait un gros travail de coordination pour cette FHU qui est essentielle. Et donc, je vais aborder la question de la pharmacocinétique des médicaments à visée pulmonaire. Alors, je vais me focaliser sur la question de la pénétration et de la diffusion des anti-infectieux au niveau de l'appareil respiratoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai titré cette présentation, donc pharmacocinétique pulmonaire des anti-infectieux. Alors, avant toute chose, et c'est quelque chose qui est finalement le b.a.-ba, disons, on sait que pour qu'un médicament agisse, quel qu'il soit, il faut qu'il soit présent au site d'action pendant une durée suffisante à la quantité ou concentration optimale. Et cette quantité ou concentration va à la fois conditionner l'équilibre entre les effets souhaités et les effets indésirables, mais va varier en fonction des modalités finalement thérapeutiques, modalités d'administration et les présentations cliniques, les pathologies que l'on va traiter en fonction donc des caractéristiques de chaque malade. Dans le contexte précisément donc des maladies bronchopulmonaires ou infectieuses bronchopulmonaires, ces infections peuvent toucher la muqueuse de l'appareil respiratoire, de muqueuse des voies aériennes, de la trachée au bronchiole, peuvent toucher également le parenchyme pulmonaire avec une atteinte inflammatoire et donc et infectieuse de l'alvéole. Et ces localisations vont donc conditionner finalement l'efficacité du traitement, puisque la capacité du médicament à pénétrer dans la muqueuse ou le parenchyme, ou les deux à la fois, va être très variable. Et puis après, on a des cas particuliers avec, par exemple, l'abcès pulmonaire, la caverne tuberculeuse, l'aspergillome, etc., qui vont être des situations où l'anti-infectieux puisse atteindre une zone, une localisation très précise finalement de l'organe, chose qui va être assez compliquée. Alors, par ailleurs,
à l'échelle tissulaire, donc, on voit que la distribution peut être différente, mais à l'échelle cellulaire, il est important de prendre en compte le fait que les pathogènes, que ce soit des virus, des champignons, des bactéries, peuvent se présenter au niveau extracellulaire ou au niveau intracellulaire, ou même les deux à la fois. C'est le cas, par exemple, de certaines souches de staphylocoque doré qui peuvent être à la fois extracellulaires et intracellulaires. Et là aussi, la présence de l'antibiotique aux différents compartiments dans lesquels se trouve le germe va être déterminante pour l'activité antibactérienne. Alors, globalement, on considère que la diffusion des médicaments et des anti-infections en particulier au niveau pulmonaire est bonne parce que c'est un organe qui est très richement vascularisé, dont les capillaires contiennent des pores et permettent finalement le passage de certains éléments. On a une très très grande surface de contact au niveau alvéolaire. Et puis, la barrière alvéolo-capillaire est relativement faible. Et donc, globalement, on va considérer que, par rapport à d'autres organes beaucoup plus difficiles d'accès, les poumons permettent une assez bonne diffusion tissulaire, donc des anti-infectieux. Mais en réalité, ce qu'on constate, c'est qu'il peut y avoir aussi beaucoup de sources de variabilité liées à un turnover, par exemple, des cellules alvéolaires qui va être important, rapide, en fonction du type cellulaire, en fonction donc qu'il s'agisse de cellules résidentes, des pneumocytes par exemple, ou des cellules inflammatoires qui vont être présentes, les macrophages alvéolaires par exemple. Variabilité qui est liée aussi à la sécrétion et la production de surfactants, de mucus, de débris cellulaires qui vont être éliminés progressivement en temps normal, donc l'escalator mucociliaire et les éventuelles expectorations. Et donc tout ça fait que cette diffusion, que ce soit lorsque l'on s'intéresse à la diffusion d'une molécule, d'un agent qui provient du milieu extérieur et qui rentre dans les voies aériennes, donc pénétration qui va être dans le sens de la lumière respiratoire vers le sang, ou dans l'autre sens, c'est-à-dire un médicament qui aura été administré par voie systémique et qui va passer du sang vers la lumière des voies aériennes. Donc, ces variations peuvent s'expliquer pour différentes raisons. Une des premières raisons aussi, c'est la présence, et quelque chose que l'on oublie assez souvent, la présence d'un métabolisme pulmonaire, alors qu'il n'est pas aussi intense et aussi critique qu'au niveau hépatique, mais on sait que certains cytochromes impliqués dans le métabolisme des médicaments sont présents au niveau pulmonaire, et notamment les cytochromes du groupe 3A, 3A4, 3A5, qu'on va retrouver au niveau de l'épithélium bronchique, mais aussi au niveau de l'épithélium alvéolaire. Ces cytochromes vont participer finalement à ce qu'on appelle la clairance pulmonaire de certains médicaments, et donc diminuer leur capacité finalement d'accumulation au niveau pulmonaire. Et puis également, et ça c'est quelque chose qui fait l'objet de beaucoup plus de travaux encore à l'heure actuelle, c'est le rôle important, la présence et le rôle important des transporteurs au niveau donc pulmonaire. De nombreux transporteurs ont été mis en évidence dans le tissu pulmonaire, transporteurs tels que la PGP, MRP1, BCRP, MAT, OCT, etc., qui sont des transporteurs impliqués dans la distribution des médicaments. Alors, les collègues lillois ont montré que finalement, il y a énormément de transporteurs qui peuvent être mis en évidence en fonction de ce que l'on analyse, la muqueuse bronchique ou le parenchyme pulmonaire. C'est un travail qui, par exemple, qui a été fait il y a quelques années chez 12 patients qui ont subi une fibroscopie avec prélèvement de muqueuse bronchique et de parenchyme. Et on voit l'expression en ARN de tout un ensemble de transporteurs qui vont être impliqués dans
dans la diffusion et la distribution des xénobiotiques, parmi lesquels il y aura les médicaments anti-infectieux. Tout récemment, un très très beau papier de recherche fondamentale a été publié qui montre chez la souris KO, donc, pour laquelle le gène de la PGP a été invalidé, eh bien que l'administration de certains substrats médicaments qui sont des substrats de la PGP, administration par voie trachéale, montrait finalement un impact de cette invalidation génétique de la PGP, un impact donc de la distribution pulmonaire de ces substrats de la PGP. Ça a été observé également avec l'utilisation d'un inhibiteur pharmacologique de la PGP. Ces données, donc obtenues expérimentalement chez l'animal, sont pertinents cliniquement parce qu'on sait que ces transporteurs, en particulier la PGP, va être présent au niveau donc pulmonaire, bronchique et alvéolaire, chez les individus en général, mais en particulier les malades qui vont nécessiter des traitements anti-infectieux au niveau pulmonaire. Donc, c'est ce qu'on observe par exemple ici. On voit que la distribution pulmonaire, quand on mesure les concentrations de pulmonaire, quand on mesure les concentrations dans le film alvéolaire de lévofloxacine chez des animaux donc, qui vont recevoir cette fluoroquinolone soit par voie intraveineuse, soit par voie inhalée, eh bien, on voit une distribution qui va être variable en présence ou pas d'un inhibiteur de PGP. Alors, ce qui a été observé, c'est ici, dans cet exemple précis, que finalement, la distribution pulmonaire de la lévofloxacine après administration intraveineuse n'était pas impactée tellement par l'inhibiteur de PGP, alors qu'elle l'a été de façon très significative lorsque c'était une administration par voie inhalée. Sans doute que la PGP va jouer un rôle important dans la pénétration pulmonaire sur le versant du côté donc du passage entre la lumière donc des voies aériennes vers les capillaires sanguins alvéolaires et un peu moins dans l'autre sens, c'est-à-dire du sang vers la lumière vers le film alvéolaire. Ensuite, d'autres transporteurs impliqués dans la distribution de la lévofloxacine peuvent être impliqués, mais n'ont pas été étudiés ici, et donc ce qui peut expliquer ces différences qu'on observe entre les modalités d'administration. Cette distribution donc, des transporteurs varie également en fonction du contexte, en fonction de l'âge. On sait que ça a été observé, alors, surtout chez l'animal, l'expression de la protéine varie, et donc son rôle va avoir un impact plus ou moins important en fonction de l'âge, du développement de l'individu. Et puis, certaines situations, par exemple le tabagisme, va modifier également l'expression de certains de ces transporteurs, tels que la PGP, qui va être diminuée de façon significative chez le patient fumeur par rapport au patient non fumeur. Alors, pour finir avec ces transporteurs, on a aussi un polymorphisme génétique qui est observé dans la population de la PGP. Alors, c'est un polymorphisme qui est connu déjà depuis longtemps, mais récemment, un papier montrait que chez 218 patients atteints de tuberculose, la présence d'un variant du gène de la PGP, un variant particulier, un SNP comme on les appelle, est associé statistiquement à une augmentation du risque de résistance aux antituberculeux de façon significative. Et que, en tenant compte d'autres facteurs cliniques qui vont être présents, on peut être capable, en associant donc cette recherche génétique, de prédire la probabilité d'échec, de résistance aux antituberculeux de première génération. Alors, c'est une résistance qui n'est pas liée à une modification pharmacodynamique, ce n'est pas la mycobactérie qui a développé des résistances, c'est une résistance qui est liée à une pharmacocinétique inadaptée ou non optimale. Alors,
Quand il s'agit donc de la pénétration des anti-infectieux, on s'intéresse aussi à regarder leur capacité à pénétrer dans les cellules lorsque justement il s'agit de germes qui vont avoir un tropisme intracellulaire important. Et on sait que, eh bien, selon les classes d'anti-infectieux et d'antibiotiques en particulier, on va avoir des différences assez importantes en termes quantitatifs, hein, finalement de quantité de médicaments qui va rentrer dans la cellule, mais aussi en termes de mécanismes impliqués. Et donc, certaines molécules telles que les macrolides ou le linésolide vont rentrer très facilement dans la cellule et s'accumuler dans certains compartiments intracellulaires qui sont les lysosomes et même s'accumuler donc de façon importante par rapport aux concentrations extracellulaires dans ces lysosomes. À l'inverse, d'autres molécules telles que les bêta-lactamines ou les glycopeptides ne pénétreront que très peu, voire même pas du tout, dans certains cas, dans la cellule. Et puis d'autres molécules vont pénétrer par différentes voies avec des degrés variables d'importance. Mais toutes ces molécules peuvent, elles aussi, être effluées ou ressortir de la cellule par le biais de l'action de certains transporteurs des flux. Alors, ce qui va conditionner la distribution, la diffusion des anti-infectieux, c'est d'abord finalement les propriétés chimiques de chaque molécule. On sait que les molécules à forte liaison aux protéines plasmatiques diffuseront moins bien. Et à l'inverse, celles qui sont très faiblement fixées, à l'albumine notamment plasmatique, eh bien, vont pouvoir diffuser dans les interstices et dans tous les liquides extracellulaires pulmonaires. Le poids moléculaire joue un rôle important aussi et globalement, il n'y a que les petites molécules qui peuvent diffuser librement et c'est d'ailleurs finalement ce qui explique que lorsque la molécule est liée aux protéines plasmatiques, elle ne diffuse pas, c'est que le complexe ensemble forme une molécule qui va avoir un poids moléculaire très très important. Et puis deux caractéristiques très très importantes qui vont être la lipophilie et le degré d'ionisation qui va dépendre du pH dans l'environnement de la molécule. Alors, la lipophilie va conditionner le passage par voie passive à travers les membranes phospholipidiques et le pKa de la molécule, en fonction du pH dans lequel se trouve la molécule, va conditionner la proportion de formes ionisées par rapport aux formes non ionisées. Et seule la forme non ionisée, ou du moins neutre, pourra passer librement. Alors, certains développements chimiques ont tenté d'améliorer les propriétés pharmacocinétiques, mais également pharmacodynamiques. C'est par exemple le cas d'une molécule en cours de développement, qui est la solithromycine, qui est un fluorokétolide, un dérivé macrolide des kétolides, qui va présenter à la fois une lipophilie plus importante et une activité également antibactérienne plus importante sur tout un ensemble de germes. Et quand on regarde la diffusion donc dans les poumons, dans le film alvéolaire et dans les macrophages alvéolaires, on voit des niveaux de concentration qui vont être extrêmement importants, 10 fois plus élevés dans le film alvéolaire que dans le plasma et 100 fois plus élevés dans les macrophages alvéolaires que dans le plasma. Et cette pénétration donc, dans les macrophages alvéolaires, elle est plus rapide et plus importante comparativement à d'autres macrolides déjà largement utilisés, l'azithromycine ou la clarithromycine, ou même la télitromycine. Et cette pénétration intracellulaire permet une activité antibactérienne qui va être optimisée. C'est le cas, par exemple, de macrophages infectés par des Legionella pneumophila. Cette pénétration intracellulaire donc des anti-infectieux dépend donc du degré d'ionisation, on l'a dit, et on sait que pour une base faible, telle que le sont les macrolides, cette base en conditions de pH physiologique extracellulaire
va rentrer dans la cellule de façon assez facilitée et peut pénétrer dans les lysosomes. Mais dans les lysosomes, le pH étant beaucoup plus acide, eh bien, cette molécule va être protonée, rendue donc positivement, électriquement positive, et cette fois-ci ne pourra plus sortir du lysosome, et c'est la raison pour laquelle les macrolides vont s'accumuler de façon très forte dans les lysosomes. Si on prend un autre exemple, une étude a comparé la moxifloxacine avec une autre fluoroquinolone, qui est la délafloxacine, qui vont présenter des propriétés chimiques un petit peu différentes, notamment en termes de proportion de formes ionisées et non ionisées en fonction du pH. À pH physiologique 7,4, eh bien, on va avoir pour la moxifloxacine une majorité de formes neutres qui facilitent donc la diffusion intracellulaire. La même chose pour la délafloxacine. On va avoir plutôt une diffusion facilitée, mais à pH acide, comme on peut l'observer dans certaines situations d'acidose locale au cours d'une infection, eh bien, à pH acide, la forme ionisée va être prépondérante pour la moxifloxacine, avec en revanche une proportion plus équilibrée pour la délafloxacine. Alors, ça se traduit par une pénétration à pH acide beaucoup plus importante de la délafloxacine par rapport à la moxifloxacine dans les macrophages, et à une activité vis-à-vis du staph doré dans les macrophages infectés qui va être plus importante, plus rapide et plus puissante pour la délafloxacine que par la moxifloxacine, en lien notamment avec cette capacité donc, de pénétration intracellulaire en conditions acides. Alors, ces conditions de pH, elles sont importantes puisqu'on sait que cliniquement, eh bien, on peut retrouver des situations très différentes en fonction des contextes. Chez le volontaire sain, le pH est normalement physiologique au niveau notamment du film alvéolaire. Et dans ce contexte, eh bien, par exemple, pour la clarithromycine, la présence de clarithromycine dans le film alvéolaire est très très faible, quasi nulle, parce que eh bien, la majorité de la clarithromycine est présente au niveau intracellulaire. Dans le contexte de la BPCO, on va avoir un film alvéolaire qui va être un peu plus acide, et donc une accumulation intracellulaire un peu moins importante, et donc des concentrations extracellulaires plus importantes. Et dans le cas de la tuberculose, eh bien là, c'est encore plus marqué, nettement plus marqué, une concentration intracellulaire qui va diminuer et les concentrations extracellulaires qui vont augmenter du fait simplement d'une acidification du film alvéolaire. Et puis, quand on regarde la lévofloxacine, on observe que là aussi, ben, en conditions pathologiques, la pénétration pulmonaire de la lévofloxacine va être impactée malgré sa bonne lipophilie, malgré sa diffusion normalement importante dans les poumons et au niveau intracellulaire. Eh bien, cette diffusion va être impactée par des conditions pathologiques qui modifient notamment le pH de l'environnement pulmonaire. Alors, en plus donc, de ces conditions donc, liées à ces conditions pathologiques liées donc au pH, on a aussi des conditions qui vont être donc des freins à la diffusion, et en particulier la production de sécrétions importantes qui vont être visqueuses et qui vont empêcher simplement le passage et la bonne circulation finalement des molécules, du fait d'une baisse de l'hydratation, d'une hyperproduction de certaines substances, certaines glycoprotéines telles que des mucines, et d'une diminution de la clairance mucociliaire qu'on observe chez certains patients, avec une aggravation dans des situations d'inflammation importantes, avec la présence de nombreuses cellules, des neutrophiles, des macrophages, et la production de tout un ensemble de produits donc, inflammatoires, de protéines inflammatoires. Ces conditions, ben, on les observe dans différentes conditions donc, pathologiques, BPCO, mucoviscidose évidemment, etc. Et cette hyperviscosité et cette hyperproduction
va entraîner donc une diminution de la diffusion des molécules, qu'elles soient inhalées ou administrées donc par voie systémique, donc au niveau alvéolaire. Certains travaux ont évoqué l'intérêt de fluidifier davantage les sécrétions pour améliorer la diffusion donc, des antibiotiques. Il y a eu il y a quelques années, en 1992, un papier qui montrait que chez des patients avec bronchiectasie, les concentrations d'amoxicilline au niveau des expectorations, donc l'amoxicilline administrée par voie systémique, orale ou injectable, donc cette amoxicilline dans les expectorations était en concentration plus importante chez ceux qui en même temps prenaient un fluidifiant bronchique que ceux qui n'en prenaient pas. Alors il y a eu toute une revue de la littérature récente qui reprend toutes les données actuellement disponibles et qui malheureusement conclut que le bénéfice ne reste que très modeste, le bénéfice sur le plan pharmacocinétique, de l'association d'un fluidifiant bronchique à l'anti-infectieux. Donc ce bénéfice pharmacocinétique n'est que modeste et probablement insuffisant si on veut traiter des germes qui ont une sensibilité réduite. Alors après, évidemment, il y a le cas particulier de la mucoviscidose qui, en soi, est une entité à part. On voit simplement que quand on administre par voie inhalée un traceur de pénétration finalement intracellulaire qui montre le métabolisme intracellulaire, le 18-FDG, un traceur de médecine nucléaire, eh bien, lorsqu'on administre ce traceur par voie inhalée, chez un patient atteint de mucoviscidose, on voit une distribution beaucoup moins intense et homogène dans l'ensemble de l'appareil respiratoire comparativement à un sujet sain. Et ça, c'est lié évidemment à cette hyperproduction notamment de mucus qui va faire que cette distribution est réduite et finalement est piégée, la molécule est piégée dans toutes ces sécrétions. À l'inverse, on va avoir des situations plutôt aiguës qui, au contraire, augmentent la diffusion. C'est le cas de certaines situations d'inflammation aiguë qu'on rencontre en soins critiques, en réanimation par exemple, ou en soins intensifs. Nombreuses publications ont montré une augmentation de la pénétration en mesurant donc l'antibiotique dans le film alvéolaire, pénétration donc des antibiotiques, piperacilline, linezolid, vancomycine, chez les patients sceptiques par rapport aux volontaires sains ou par rapport aux patients qui, même sur le plan inflammatoire, sont équivalents, mais avec une infection qui démultiplie l'inflammation locale au niveau pulmonaire et qui augmente la perméabilité alvéolo-capillaire. Et cette augmentation de la perméabilité alvéolo-capillaire peut être objectivée simplement par la mesure de l'albumine dans le film alvéolaire, l'albumine plasmatique qui, en temps normal, est quasi nulle ou très faible dans le film alvéolaire, va être augmentée lorsqu'il y a une inflammation aiguë importante pulmonaire. C'est ce que montre le graphique de droite avec la vancomycine. On voit que bien, quand on sépare les patients sceptiques entre ceux qui ont une albumine dans le film alvéolaire augmentée par rapport à ceux qui ont une concentration d'albumine alvéolaire diminuée, eh bien, on distingue des concentrations de vancomycine à posologie identique qui vont être significativement différentes. Finalement, si l'albumine passe, eh bien, la vancomycine passe aussi. C'est aussi simple que ça. Alors, à l'inverse, on va avoir des cas de figure qui peuvent être liés à une inflammation, mais cette fois-ci plutôt chronique, au long cours, qui vont complètement réduire la diffusion des anti-infectieux. C'est le cas, par exemple, du modèle largement utilisé en préclinique, qui est le modèle de fibrose pulmonaire par administration de bléomycine chez le rat, où on voit qu'effectivement, quand on mesure les concentrations d'antibiotiques, en particulier ici l'amicacine,
au niveau du film alvéolaire, eh bien, on voit que les concentrations sont effondrées par rapport aux concentrations plasmatiques, et donc les ratios par rapport aux rats normaux sont significativement différents. Et puis, chez les patients traités par lévofloxacine, dans le contexte d'une fibrose pulmonaire idiopathique, eh bien là aussi, on a pu observer que les concentrations de lévofloxacine dans le film alvéolaire étaient significativement réduites chez les patients avec fibrose par rapport à des volontaires sains. Alors, la question maintenant en pratique, c'est comment évaluer, mesurer la diffusion pulmonaire des anti-infectieux. Alors, on peut le faire historiquement dans le développement des médicaments au stade préclinique. On utilise l'autoradiographie comme un moyen d'évaluer la distribution d'une molécule dans l'ensemble de l'organisme. Et finalement, on est capable de voir quelle va être la distribution en termes de proportion entre les différents organes. Mais cette analyse reste assez grossière. On ne sait pas finalement quelles sont les modalités de cette pénétration au niveau notamment pulmonaire. Et donc, d'autres approches sont nécessaires. Alors, on peut mesurer directement dans le parenchyme pulmonaire, soit à l'occasion d'une biopsie, mais cette l'information de la concentration d'antibiotiques dans la biopsie ne sera vraie que dans la pièce anatomique qui aura été biopsiée et pas forcément comment dire, extrapolable à l'ensemble des poumons, parce que la répartition est non uniforme dans l'ensemble de l'arbre bronchopulmonaire. Et puis, on sait que dans certaines situations, la pénétration localement va être différente du fait, par exemple, d'une tumeur, d'une nécrose, etc. Une autre approche beaucoup plus, disons, robuste va être la microdialyse pulmonaire, qui permet de mesurer les concentrations interstitielles qui circulent donc dans le tissu, dans le parenchyme pulmonaire. On va mesurer les formes libres, non liées, par cette microdialyse pulmonaire. L'avantage, comment dire, la plus-value très importante de cette technique, c'est de pouvoir faire une mesure en continu avec la possibilité donc de faire des mesures de cinétique en fonction du temps, des cinétiques riches, et d'évaluer la pharmacocinétique de façon plus précise au cours du temps. Mais là aussi, la répartition en fonction de l'endroit où on place le dispositif de microdialyse va être différente. Et puis, ce n'est pas une technique qui permettra de mesurer les concentrations de molécules lipophiles ou qui ont un objectif d'accumulation intracellulaire. Et puis, par ailleurs, c'est une technique quand même assez lourde à mettre en place qu'on ne peut pas imaginer mettre de façon régulière ou en routine en clinique. Alors après, des données quand même cliniques ont été obtenues. Alors par exemple ici, c'est chez 5 patients avec pneumonie et empyème pleural qui ont été traités par piperacillin tazobactam et qui, à l'occasion donc d'une intervention chirurgicale, ont reçu donc ont été, pour lesquels on a pu faire donc une analyse en microdialyse pulmonaire, et on voit que eh bien, les concentrations interstitielles de piperacilline sont intéressantes, correctes vis-à-vis donc des objectifs de concentration que l'on attend, notamment en fonction des germes qui vont être traités, mais que malgré tout, eh bien, la pénétration n'est pas complète, puisqu'on estime que le rapport des AUC va être environ de 60%. C'est-à-dire que 60% de la piperacine sérique va être effectivement retrouvée, présente au niveau des interstices pulmonaires. Alors, on peut également mesurer la pénétration de l'antibiotique au niveau de la muqueuse bronchique, mais cette approche va être également techniquement plus complexe. Il faut faire une biopsie de la muqueuse bronchique à l'occasion donc d'une fibroscopie, par exemple. L'impact, la diffusion de l'antibiotique
dans la muqueuse bronchique lorsque l'antibiotique a été administré par voie systémique va être nettement plus difficile que lorsqu'il s'agit de la diffusion dans le film alvéolaire, puisque c'est la diffusion dans les cellules épithéliales bronchiques qui va être déterminante. Et globalement, ce que l'on observe, c'est que bien, pour des molécules telles que des bêta-lactamines et des aminosides, bien, les concentrations vont être très inférieures aux concentrations plasmatiques. À l'inverse, des molécules telles que les macroïdes et les fluoroquinolones vont avoir des concentrations bronchiques beaucoup plus importantes, donc au niveau des cellules épithéliales bronchiques. Chez 32 patients qui ont subi une intervention chirurgicale pulmonaire, traitée au préalable par lévofloxacine 500 mg par voie orale, eh bien, on a pu observer qu'en effet, eh bien, les concentrations de cette fluoroquinolone étaient intéressantes au niveau bronchique par rapport à ce que l'on observe au niveau pulmonaire et au niveau plasmatique. Alors, dans certains cas, et c'est probablement l'une des seules études qui s'est intéressée à cette question à l'heure actuelle, il est possible aussi de mesurer les anti-infectieux au niveau des cavités pulmonaires, comme dans le contexte d'une tuberculose. Ici, il s'agissait donc de patients donc avec une tuberculose multirésistante traitée par lévofloxacine et qui vont subir une exérèse chirurgicale de la cavité tuberculeuse avec ex vivo, donc une mesure en microdialyse dès l'exérèse des concentrations intracavitaires de cet antibiotique. Et il a été montré que quand on mesure les concentrations plasmatiques et les concentrations intracavitaire, eh bien que cette diffusion de la lévofloxacine dans les cavités pulmonaires est tout à fait intéressante, avec même une assez bonne corrélation, une linéarité entre le sérum et la cavité pulmonaire. C'est tout l'intérêt de cet antibiotique dans le contexte de la tuberculose multirésistante. Alors, certains travaux se sont intéressés à des mesures de concentration dans les sécrétions bronchiques, mais en réalité, on observe une très grande variabilité des mesures en fonction des méthodes de prélèvement, les crachats, les expectorations, les aspirations trachéales à l'occasion d'une fibroscopie, etc. Et en fonction de la nature des sécrétions qui peut être très variable d'un individu à l'autre et pour un même individu en fonction des moments où on va faire cette analyse. Par ailleurs, ces sécrétions vont être potentiellement contaminées par du sang ou de la salive, ce qui crée un biais dans le niveau de concentration que l'on veut mesurer. Et globalement, il est reconnu que les dosages, les mesures de concentration dans les sécrétions bronchiques sont un mauvais indicateur de diffusion pulmonaire. Ça peut néanmoins, et ça reste discutable, être intéressant dans le contexte individuel d'un patient qui a une hyperproduction, un patient qui a une mucoviscidose par exemple, et pour lequel on veut vérifier finalement si on parvient à stériliser les sécrétions bronchiques grâce à l'utilisation de tel ou tel antibiotique. Alors, enfin, pour terminer sur les mesures de diffusion pulmonaire, eh bien, il y a le film alvéolaire et le macrophage alvéolaire qui vont être les éléments permettant une mesure de concentration donc des anti-infectieux et une mesure de la diffusion pulmonaire extra- ou intracellulaire à l'occasion d'un lavage broncho-alvéolaire. Le film alvéolaire donc, va permettre d'évaluer finalement la diffusion globale des concentrations à travers la diffusion globale de l'antibiotique à travers l'ensemble des poumons et donc des concentrations extracellulaires pulmonaires. Et les macrophages alvéolaires permettent de mesurer la capacité de pénétration intracellulaire donc de l'antibiotique. De très nombreuses études ont été réalisées
grâce à des mesures donc, dans le LBA. Depuis quelques années, les recommandations pour le développement des médicaments donc à destination des industriels qui développent des médicaments, impose que eh bien, le fabricant, le fournisseur qui demande une AMM fasse une évaluation de la concentration dans le film alvéolaire de l'antibiotique à partir du moment où il s'agit d'un antibiotique, d'un anti-infectieux de façon générale, destiné à traiter une pneumonie. Alors, je ne vais pas détailler évidemment toutes les études qui ont été faites sur les agents anti-infectieux à partir donc, des mesures de film alvéolaire, mais je vous renvoie à ces 3 revues systématiques des études qui permettent d'avoir une analyse détaillée donc, des niveaux de pénétration que l'on peut attendre en fonction du type d'anti-infectieux au niveau du film alvéolaire ou des macrophages alvéolaires. En résumé, on peut considérer que bêta-lactamine, aminoside, glycopeptides pénètrent quand même de façon très modeste dans le film alvéolaire et quasiment pas dans les macrophages alvéolaires. À l'inverse, donc des fluoroquinolones, macrolides, tétracyclines ou linézolides qui vont avoir des capacités de pénétration plus importantes avec les macrolides en particulier qui ont cette particularité de s'accumuler de façon très très importante au niveau intracellulaire et au niveau des macrophages alvéolaires. En ce qui concerne les antituberculeuses, c'est aussi assez bien documenté avec la rifampicine qui s'accumule au niveau intracellulaire de façon importante, comparativement au pyrazinamide qui aura une localisation plutôt extracellulaire. Et puis pour ce qui est des antifongiques, globalement les azolées et les iconocandines pénètrent surtout au niveau intracellulaire, mais il y a une particularité, c'est que le voriconazole qui est moins lipophile que les autres antifongiques azolés, itraconazole, posaconazole, isavuconazole, sa moindre lipophilie lui permet de mieux diffuser dans les compartiments extracellulaires. Et donc, globalement, on a des concentrations dans le film alvéolaire de voriconazole qui vont être plus importantes qu'on pourrait en retrouver pour le posaconazole ou l'itraconazole. Alors, ce qui est important, ce n'est pas tellement finalement le niveau de concentration que l'on va mesurer au niveau du film alvéolaire, mais plutôt si le niveau de concentration mesuré est suffisamment efficace ou pas. C'est finalement la question la plus importante, ce n'est pas tant la pharmacocinétique à elle seule, mais plutôt la relation pharmacocinétique-pharmacodynamique, c'est-à-dire la relation concentration-activité. Chez 24 patients de réanimation traités pour une pneumonie acquise sous ventilation par gentamicine, eh bien, des concentrations dans le film alvéolaire ont montré que la gentamicine pénétrait très très mal finalement les poumons, enfin assez peu, avec des concentrations par rapport aux concentrations plasmatiques qui vont être nettement diminuées. On voit que le pic de concentration est décalé, si on peut parler de pic pour le film alvéolaire, et que l'intensité de cette pénétration que l'importance de ces concentrations est réduite. Ces données vont être utiles si on s'intéresse finalement aux germes que l'on cherche à cibler. Si on cherche à cibler un staph doré, évidemment, les CMI étant tellement faibles que globalement, on n'aura aucun mal dans ces conditions à être bactéricide, avec une bactéricidie optimale, sachant que la bactéricidie optimale doit être le pic de concentration doit être au moins 8 fois la concentration minimale inhibitrice. Lorsqu'il s'agit d'un hémophilus influenzae ou d'un Pseudomonas aeruginosa, eh bien ce niveau de concentration sera probablement au mieux non optimal, voire inefficace dans certains cas pour être bactéricide donc vis-à-vis de ces germes. Alors, d'autres données aussi ont été obtenues chez des patients. Donc ici, c'est des patients qui sont traités par ceftazidime en perfusion continue pour une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. On voit que la ceftazidime, même en perfusion continue, eh bien, diffuse relativement mal dans les poumons. C'est de l'ordre de 20% dans le film alvéolaire par rapport au plasma, au sérum.
Et c'est néanmoins mieux qu'en perfusion discontinue, c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche, hein, des concentrations dans le film alvéolaire chez 34 patients traités par ceftazidime en perfusion continue par rapport à une perfusion discontinue. Ces concentrations doivent être interprétées en fonction des objectifs donc de bactéricidie. On sait que globalement, eh bien, plus la concentration est maintenue longtemps au-dessus de la CMI et plus la probabilité d'efficacité est grande. De plus, lorsque l'on a un minimum de concentration au moins de 3,8 fois ou 4 fois en arrondissant la CMI, eh bien, on prévient le risque de sélection de mutants résistants et donc de repousse de la colonie. Et donc, ces niveaux de concentration dans le film alvéolaire peuvent être, dans certains cas, en fonction de la CMI, en fonction du germe, eh bien, limités et donc risquer donc l'échec thérapeutique, voire la chronicisation de l'infection. Des données similaires ont été obtenues avec le méropenem chez des patients qui ont été traités dans le contexte d'infection des voies respiratoires inférieures. Là aussi, donc, en perfusion discontinue, on a des concentrations dans le film alvéolaire qui vont être très diminuées par rapport aux concentrations obtenues au niveau plasmatique. Ces concentrations peuvent être largement suffisantes lorsqu'il s'agit de traiter un streptopneumoniae, puisque les CMI sont extrêmement basses et que la faible niveau de concentration obtenu dans le film alvéolaire est suffisant dans la plupart des cas, mais peut, dans certains cas, cette diffusion peut faire que eh bien, l'efficacité soit insuffisante dans le contexte d'un Pseudomonas aeruginosa avec une concentration, une CMI augmentée. Alors, la perfusion continue de méropenem permet d'optimiser, d'augmenter le niveau de concentration dans le film alvéolaire. C'est ce qui a été montré récemment chez 31 patients de réanimation. On observe des niveaux de concentration dans le film alvéolaire nettement augmentés par rapport aux concentrations obtenues en perfusion discontinue, ce qui améliore la probabilité d'obtenir la cible de bactéricidie minimale requise, c'est-à-dire au moins 50% du temps au cours duquel la concentration est au-dessus de la CMI. Mais malgré tout, si on est sur un Pseudomonas aeruginosa sensible, c'est-à-dire avec une CMI jusqu'à 2, on sera efficace. Mais si on est sur un Acinetobacter baumannii, par exemple, avec une CMI critique à 4, eh bien, dans un certain nombre de cas, eh bien, on risque d'être là aussi insuffisant. Alors après, il y a la problématique qui est très très peu développée et qui probablement fera l'objet de travaux dans le futur, la problématique de l'inoculum. La détermination des CMI pour mesurer l'activité d'un anti-infectieux, d'un antibiotique, dépend de la quantité de germes présents au départ. Et cette détermination, elle est standardisée avec une quantité qui va être la même à chaque fois. Sauf que chez les malades, eh bien, l'inoculum peut être relativement différent. Et on voit ici que, eh bien, à gauche, chez des souches, 99 souches d'Escherichia coli, BLSE, donc sécréteur de bêta-lactamase étendu, eh bien, on va avoir, si on détermine la CMI en conditions standards, une distribution qui est classique, et si on met un inoculum plus important, de 100 fois plus important, eh bien, une probabilité d'efficacité quasi nulle, probabilité de bactéricidie quasi nulle vis-à-vis notamment de certains germes. Donc, l'effet inoculum va être très important puisque la pharmacocinétique va parfois être limitante pour obtenir une concentration suffisante pour être bactéricide. Alors, dans les contextes d'un inoculum important, et ce sera la fin de ma présentation, l'intérêt réside aussi dans la possibilité par inhalation d'augmenter les quantités apportées de médicaments directement dans les poumons. C'est l'aérosol thérapie et on sait que cette distribution dans les poumons va dépendre
de la taille des particules, ce qu'on appelle le diamètre aérodynamique massique médian. C'est en gros, pour un DAMM donc de 3 micromètres, la taille qui sépare 50% de la masse des particules qui se trouve en dessous et 50% qui se trouve au-dessus de cette limite de taille. Et donc, ça exprime finalement la distribution des particules en fonction de leur taille et de leur masse et détermine le mécanisme de dépôt dans les voies respiratoires. Plus les particules sont petites, plus il y a de particules petites dans l'ensemble des particules et plus la distribution distale sera importante au niveau alvéolaire. Et donc, il y a tout un ensemble de données qui ont été obtenues chez des patients qui ont été traités donc, par voie inhalée. Alors ici, par exemple, la colistine, où on voit qu'on atteint des concentrations dans le film alvéolaire qui vont être tout à fait intéressantes pour une CMI cible de 2 microgrammes ml. On va obtenir des concentrations dans le film alvéolaire importantes, alors que dans le sérum, les concentrations seront très faibles, ce qui va limiter aussi la potentielle toxicité. De même, pour la tobramycine inhalée, les concentrations dans le film alvéolaire vont être très importantes grâce à cette voie d'administration. Il s'agissait ici de 12 patients atteints de mucoviscidose, 12 enfants. Et en parallèle, les concentrations dans le sérum sont, disons, presque négligeables. Et donc, cette voie inhalée permet de réduire très significativement le risque de toxicité, notamment lorsqu'il s'agit de traiter sur une période prolongée donc les patients. De même pour la lévofloxacine inhalée, c'est le cas ici chez 10 patients atteints de mucoviscidose, où on voit dans les expectorations les concentrations de lévofloxacine qui vont être très très importantes par rapport aux concentrations sériques et beaucoup plus importantes que si on administre cette lévofloxacine par voie orale de façon plus classique. Avec des concentrations en revanche systémiques qui vont être relativement modérées, voilà, qui ne seront pas toxiques. Et puis, il y a ensuite une optimisation de cette PKPD qui peut être obtenue avec notamment la possibilité d'administrer de fortes concentrations de certains antifongiques, par exemple amphotéricine B, sous différentes formes galéniques, par voie inhalée, tout en limitant le risque de toxicité systémique, puisque chez les patients donc, traités par ambisome, par exemple, eh bien, on observe de fortes concentrations d'amphotéricine B dans le film alvéolaire, mais quasiment pas, c'est non détectable dans le plasma. Et puis, alors, on a très très peu de données pour les antiviraux, mais par exemple ici, des travaux récents chez le rat ont montré que bien l'oseltamivir peut être également un antigrippal, peut être également nébulisé et permettre d'avoir des concentrations dans le film alvéolaire beaucoup plus importantes que s'il était administré par voie IV. Alors ensuite, on a tout un ensemble de technologies qui visent à optimiser cette diffusion pulmonaire par voie inhalée. On va chercher à modifier donc la taille des particules pour modifier leur distribution et la localisation de cette distribution au niveau, au niveau pulmonaire. Et par exemple, l'amicacine liposomale peut permettre d'améliorer la distribution dans les parties distales, enfin parties bronchiques et distales pulmonaire en pénétrant davantage dans le mucus et dans le biofilm bactérien que lorsque l'amicacine n'est pas sous forme liposomale par voie inhalée. Et on peut également créer des dispositifs, enfin comment dire, des formulations galéniques qui permettent d'optimiser la taille des particules pour améliorer leur diffusion donc, au niveau pulmonaire. C'est le cas, par exemple, d'un travail récent qui a cherché à créer des microparticules de voriconazole qui vont être conditionnées dans des capsules qu'on va utiliser avec un aérosol très classique
un dispositif d'aérosol de poudre très classique, qui permet d'obtenir un diamètre nettement moins important que si on administre le voriconazole tel quel en temps normal, la poudre normale, et donc une distribution dans les parties les plus distales de l'arbre respiratoire plus importante. Alors pour conclure, je dirais que globalement, on a une bonne pénétration pulmonaire des anti-infectieux quand on regarde les poumons par rapport aux autres organes. On sait que les anti-infectieux dans les os, dans le système nerveux central, dans la prostate, la pharmacocinétique va être très, très problématique. Mais malgré tout, on se rend compte qu'au niveau pulmonaire, on a une très, très grande variabilité, interindividuelle et intra-individuelle, en fonction des contextes que l'on va rencontrer. En fonction des contextes que l'on va rencontrer. Et ce qui est important, c'est de tenir compte des objectifs pharmacodynamiques que l'on cherche à viser et donc des niveaux de concentration que l'on peut atteindre pour remplir cet objectif. Le LBA, le lavage broncho-alvéolaire, constitue le matériau de choix pour les études pharmacocinétiques, mais potentiellement aussi pour, à l'avenir, une personnalisation du traitement, c'est-à-dire une analyse au cas par cas de la diffusion dans le film alvéolaire de certains anti-infectieux, et donc une adaptation personnalisée du traitement. Et puis, beaucoup d'améliorations sont attendues en termes de design donc de médicaments à visée respiratoire pour améliorer leur pénétration, soit intracellulaire, soit extracellulaire, ou pour améliorer leur utilisation en aérosol thérapie, technique qui permet d'administrer de beaucoup plus grande quantité de médicaments sans craindre une toxicité excessive au niveau systémique. Voilà, donc j'ai terminé et je suis prêt à répondre à certaines questions. Si vous en avez. Alors, on n'a pas forcément énormément de temps, mais merci beaucoup, Youssef. Il y a une question de Jean-Philippe. Tu veux la poser directement, Jean-Philippe? Oui, bien sûr. Merci pour ton topo, Youssef. Je me demandais, est-ce que, vu la différence de concentration entre les poumons et le sang, on n'arrivait pas avec des concentrations infrathérapeutiques au niveau plasmatique, et comme on le sait, ces concentrations, ce sont les pires pour la génération de résistance. Est-ce que on a déjà un peu de recul là-dessus? Est-ce que tu as des… En fait, la question, c'est est-ce que les faibles concentrations qu'on peut observer au niveau pulmonaire peuvent expliquer l'émergence de résistance? Ouais, du coup, comme au niveau pulmonaire, on a des bonnes concentrations, c'est ce qu'on cherche, mais oui. Au niveau plasmatique, on a quand même des concentrations qui sont infrathérapeutiques, elles ne sont pas… ah oui, d'accord. Tu vois, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de pénétration du tout dans le plasma. Oui. Du coup, ces concentrations infrathérapeutiques font qu'on aura plus de résistance, mais pas au niveau pulmonaire, mais au niveau intestinal et microbial. Oui, tout à fait, mais c'est clair. C'est vrai que, en fait, c'est vrai que nous, on s'intéresse là aux poumons, mais en parallèle, l'antibiotique qui est administré par voie systémique, il diffuse dans d'autres compartiments. Et pour les médicaments qui vont avoir une élimination biliaire, qui vont se retrouver dans l'intestin, eh bien, c'est le cas des fluoroquinolones, clairement. Et c'est tout le problème des fluoroquinolones qui est, en fait, c'est une classe d'antibiotiques qui est exceptionnelle, les fluoroquinolones, mais on les a un petit peu gâchés en les utilisant de façon inadaptée parce qu'on a généré beaucoup de résistance. Et ces fluoroquinolones, effectivement, passent dans la bile et modifient le microbiote intestinal. Alors, peut-être modifient le microbiote pulmonaire aussi, mais ça, je n'ai pas d'éléments là-dessus, et génèrent des résistances, effectivement. Et donc, ce qui se passe au niveau pulmonaire ne prédit pas ce qui se passe ailleurs, en fait. C'est ça, effectivement. Et donc, tu as tout à fait raison. On peut avoir une très bonne pénétration pulmonaire et donc être efficace, et en parallèle, sélectionner des résistances au niveau intestinal. Et ça ne sera pas pour ce patient-là, mais pour tous les patients qui vont suivre, générer des infections à germes résistants. Peut-être qu'il faudrait faire les deux, même si on ne cherche pas à faire quand même une administration orale pour avoir des concentrations non infrathérapeutiques, des bonnes concentrations. Ouais.
Oui, oui, c'est Ouais, vrai. alors après, le problème, c'est que si tu fais la double administration, tu perds l'intérêt du traitement par aérosol thérapie. Je vois par exemple pour les patients qui ont la muco, l'intérêt, c'est de maintenir en permanence, entre guillemets, de l'antibiotique au niveau pulmonaire pour avoir l'inoculum le plus petit. Alors je pense que de toute façon, chez le muco, il faudrait chercher, mais le microbiote, il a été étudié dans tous les sens chez ces patients-là et en cherchant bien, on doit pouvoir voir si le microbiote des patients qui ont une thérapeutique inhalée par antibiothérapie, se modifie ou pas avec l'antibiothérapie inhalée. Je pense qu'on doit avoir la possibilité, Ce serait intéressant. Oui, enfin, je pense qu'il doit y avoir, enfin, faut chercher, mais je pense qu'on doit avoir, il doit y avoir. Mais ce serait Mhm. intéressant. Après, il y a des antibiotiques qui ont une enfin, c'est vrai que ça dépend des antibiotiques et les phenoquinolones, je pense qu'il faut les oublier en aérosol. De toute façon, c'est pas tellement celui qui nous pose le plus de problèmes. Et peut-être aussi se poser la question, comme vous le dites tous les deux très justement, de quel type d'antibiotique on peut utiliser par voie nébulisée pour limiter le risque. Est-ce ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on est en train de dépasser notre temps, Oui. en sachant que bien entendu, comme vous serez tous, j'espère, présents aux journées de la FHU, il y aura l'occasion qu'on puisse rediscuter de tout cela. Je vais juste simplement terminer si vous voyez bien mon écran, sur le petit changement pour le prochain dernier mardi du mois. Donc, on devait avoir donc Christophe Marguet qui nous parle des bronchiolites. Et en fait, donc, ça va être de 13 à 14. Et finalement, notre dernier mardi du mois va se transformer, non pas en 1 heure, mais une petite après-midi, organisée par l'Institut Pasteur de Lille, qui sera bien sûr accessible en visio. Bien sûr, ceux qui peuvent être sur place pourront y aller. C'est-à-dire que comme Christophe était censé faire le même topo le même jour à des horaires différents, on a trouvé ça plus logique avec Philippe Gosset, eh bien, de transformer pour qu'il ne le fasse qu'une fois et qu'on puisse profiter, nous, membres de la FHU, de ce très beau programme. Donc avec Christophe Marguet, Stéphanie Lejeune et un invité donc de prestige américain, Karine Nadeau. J'en profite aussi pour vous rappeler que le planning des conférences des prochains derniers mardis du mois pour 2023 est ouvert, que pour l'instant, nous avons 2 places qui sont retenues. Donc, il reste pas mal voilà, de possibilités. N'hésitez vraiment pas à nous faire des propositions. Et je vous rappelle, ça peut être grand public comme réservé aux professionnels. C'est au choix. Et puis, je vous remercie à tous d'être présents. Et si vous voulez réécouter Youssef, et si Youssef nous en donne l'autorisation, on verra avec Youssef, on mettra en replay sur la chaîne YouTube de la FHU. Ok. Et on n'a pas trop de retard, 5 minutes. Ça reste honnête. Donc, encore un grand merci, Youssef. Un très, très grand merci. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir été présents. Et puis là, je vous dis à ceux qui peuvent au 8 et 9 novembre à Forges-les-Eaux. À bientôt. Au revoir. Bon après-midi.